Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on se penche sur une tension que je crois beaucoup ressentent. Comment on arrive à concilier notre quête personnelle de sérénité, ce qu'on pourrait appeler notre bonheur intérieur, avec l'état du monde extérieur qui est souvent source d'inquiétude, et puis notre désir d'y contribuer positivement. Et au cœur de tout ça, il y a un élément clé, la confiance. Oui, ce tiraillement l'est très fréquent. On veut la paix en soi, mais en même temps, on voit bien les défis collectifs, les injustices, la souffrance. Et on peut se demander parfois si s'occuper de son propre bien-être, ce n'est pas un peu un luxe ou même une forme de repli un peu égoïste face à tout ce qui se passe dehors. Mais si justement ces deux dimensions, l'intérieur et l'extérieur, étaient en fait profondément liées. C'est exactement ça. Et c'est l'exploration vraiment passionnante que proposent les documents qu'on a consultés. Ils laissent penser que loin d'être opposés, ces quêtes pourraient en fait s'enrichir l'une l'autre. Tout à fait. Certaines qualités qu'on peut cultiver en soi, comme la compassion ou une certaine forme Mhm. de confiance fondamentale, pourraient être des leviers très puissants. Pas seulement pour notre propre épanouissement, mais aussi pour changer notre façon d'interagir avec les autres et d'aborder les problèmes de société. D'accord. Donc, notre objectif aujourd'hui pour cette analyse, c'est de voir comment ce lien fonctionne, concrètement. Comment le fait de, disons, bosser sur soi peut avoir un impact sur le collectif. Et peut-être inversement. On va regarder de près le rôle de la confiance, de la connexion humaine, et puis l'impact de certaines émotions dites positives. On va s'appuyer sur les recherches, les réflexions qu'on a trouvées dans nos sources. Alors, c'est parti pour cette exploration. Alors commençons par cette idée forte. Le bonheur intérieur et le bien-être collectif, ce ne seraient pas deux chemins séparés. C'est vrai que, dit comme ça peut sembler un peu contre-intuitif. On imagine souvent qu'il faut choisir son camp. Soit on médite sur son coussin, soit on va manifester dans la rue, quoi. Oui, cette séparation, elle est tenace dans les esprits. Pourtant, les analyses qu'on a vues, elles convergent plutôt vers l'idée que certaines émotions, certains états d'esprit, ils agissent un peu comme des ponts entre les deux. La compassion et l'empathie en particulier sont vraiment mises en avant. Elles se situeraient pile à cette intersection cruciale. Cultiver ces qualités, ça aurait un double effet bénéfique en fait. Un double effet. Oui. Et il y a des arguments scientifiques qui viennent appuyer ça. Des études en neurosciences, par exemple, elles montrent que s'entraîner à la compassion, ça ne fait pas juste augmenter le sentiment subjectif de bonheur. Ça modifie réellement et de façon mesurable le fonctionnement de notre cerveau. Ah oui. Le cerveau lui-même. Oui, oui, le cerveau. Et ces changements, ils affectent la manière dont on perçoit les autres. Par exemple, ça peut nous amener à voir les autres comme étant plus similaires à nous-mêmes, à ressentir une plus grande proximité. Attendez, ça c'est super intéressant. Voir les autres comme plus similaires. Ça veut dire que ça réduit cette fameuse barrière psychologique entre nous et eux. Cette frontière qui est souvent à la racine de tant de conflits, de préjugés. Exactement. En favorisant cette perception de ressemblance, d'interconnexion, l'empathie et la compassion cultivée de l'intérieur, elles sapent un peu les bases de la méfiance, de cette altérité radicale. C'est un mécanisme puissant en fait. Un changement interne, une émotion qu'on cultive qui a des répercussions directes sur nos prédispositions sociales, notre ouverture aux autres. Donc ce n'est plus seulement une question de morale, mais bien de fonctionnement cognitif et affectif qui est modifié. Une sorte de passerelle neurologique, si on veut, entre le soi et l'autre. C'est fascinant. Mais alors, si cette connexion est si naturelle ou si bénéfique, pourquoi est-ce qu'on ressent souvent le contraire? Les sources parlent beaucoup de l'érosion de la confiance dans nos sociétés. Quel est le lien avec ce sentiment de connexion ou de déconnexion, justement? Ah, le lien est très direct. Et souvent, ça forme un cercle vicieux. Les textes soulignent bien qu'un faible sentiment d'appartenance à une communauté, ou la solitude qui augmente, ça va souvent de pair avec une méfiance assez généralisée envers les autres. Moins on se sent connecté, moins on fait confiance facilement. Et inversement, plus la méfiance domine, plus c'est difficile de créer des liens et de se sentir appartenir à un groupe. D'accord. Un cercle vicieux qui s'auto-alimente. Et les sources donnent des pistes sur les raisons de cette érosion de la confiance. Oui, plusieurs facteurs sont mentionnés, surtout dans le contexte des sociétés modernes. La mobilité géographique, par exemple. On déménage plus souvent, on connaît moins nos voisins. L'urbanisation aussi, l'anonymat des grandes villes, ça peut jouer un rôle. On interagit beaucoup plus avec des étrangers, entre guillemets. L'exemple de ces villages de la vallée de Spiti, là dans l'Himalaya, est assez frappant. Autrefois, nous disent les sources, les habitants ne fermaient pas leurs portes à clé. Ah oui. Oui,
Et ce n'était pas par naïveté, mais parce que la cohésion sociale était très forte. Tout le monde se connaissait, il y avait une dépendance mutuelle. Ça crée un tissu de confiance implicite très solide. Quand on perd cette familiarité au quotidien, la confiance devient moins évidente, forcément. Oui, l'exemple est très parlant, mais il montre aussi la difficulté. On ne vit plus, pour la plupart, dans ce genre de village hyper soudé. Comment on fait, alors, pour cultiver la confiance aujourd'hui? Dans nos vies souvent plus anonymes, et puis face aussi aux risques bien réels, de criminalité, de tromperie, on ne peut pas juste les ignorer. On ne peut pas juste décider d'être confiant en faisant abstraction de la réalité, quoi. Et les perspectives qu'on a analysées ne prônent absolument pas la naïveté ou l'angélisme. Il ne s'agit pas du tout d'ignorer les risques ou de laisser sa porte ouverte n'importe où. La prudence, le discernement, ça reste nécessaire, c'est du bon sens, tout simplement. La clé qui est proposée, elle est plus subtile. Elle réside dans la distinction entre la prudence situationnelle, fermer sa porte à clé, vérifier une information avant de la croire, et une confiance fondamentale en la nature humaine. Une confiance fondamentale. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Il s'agirait de cultiver activement, un peu comme un état d'esprit par défaut, la reconnaissance que, fondamentalement, la plupart des êtres humains partagent les mêmes aspirations profondes. Ils cherchent le bonheur, ils veulent éviter la souffrance, ils aspirent à la sécurité, au bien-être pour eux, pour leurs proches. Exactement comme nous, en fait. Se rappeler cette humanité qu'on a en commun, même face à des comportements qui nous semblent difficiles ou incompréhensibles, ça peut tempérer la méfiance systématique. C'est un travail intérieur, une orientation de l'esprit qu'on choisit. Les sources suggèrent que cette confiance de base n'est pas du tout incompatible avec la prudence. Elle permet de rester ouvert, de ne pas tomber dans le cynisme généralisé, tout en restant vigilant quand il le faut. Et comment on nourrit ça au quotidien? Les textes rappellent l'importance du contact personnel, même bref. Le dialogue, un échange direct, même avec des inconnus, ça peut aider à briser l'anonymat et à percevoir l'humanité de l'autre. Mais c'est aussi, et peut-être surtout, une décision intérieure, une pratique consciente de se rappeler cette aspiration commune au bonheur. C'est un choix, celui de ne pas laisser la peur ou quelques expériences négatives dicter notre vision générale des autres. D'accord, je vois. C'est un équilibre en fait, un équilibre délicat entre réalisme et ouverture. Revenons maintenant à la compassion, qu'on avait identifiée comme étant à cette intersection-là, entre bonheur intérieur et extérieur. Si elle est si centrale, quels sont précisément ses effets, tels que décrits dans les documents? Alors, ces effets sont présentés comme étant vraiment transformateurs, à la fois pour l'individu et pour ses relations. D'abord, pour soi-même. La compassion est décrite non pas comme un devoir moral un peu pénible, mais comme une source directe et puissante de bien-être personnel. Elle apporterait une paix de l'esprit, une diminution assez nette des peurs, de l'anxiété. Elle donnerait aussi une force intérieure, une forme de résilience face aux difficultés de la vie. On est moins déstabilisé par les aléas quand notre cœur est ouvert à la souffrance, la nôtre et celle des autres, avec ce désir d'y remédier. Il y a des preuves, des choses tangibles de cet effet sur le bien-être personnel. Oui. Et c'est là que les recherches scientifiques deviennent particulièrement intéressantes. Les travaux de Richard Davidson, par exemple, qui sont cités dans nos sources, ont utilisé l'imagerie cérébrale pour étudier les effets de l'entraînement à la compassion. Ils ont observé une activité accrue et spécifique dans certaines zones du cerveau, notamment le cortex préfrontal gauche. C'est une région qui est fortement associée aux émotions positives, au bonheur durable, à la régulation émotionnelle. Chez les personnes qui pratiquent régulièrement la compassion, cette zone semble plus active. Incroyable. C'est une indication forte que la compassion, ce n'est pas juste un concept abstrait, mais qu'elle a un vrai corrélat neuronal lié au bien-être. Le cerveau du bonheur qui s'active grâce à la compassion. C'est une image puissante, ça. Et l'autre volet, l'impact sur les autres, sur le bonheur extérieur dont on parlait. C'est là qu'on boucle la boucle avec ce qu'on disait sur l'empathie et la connexion. La compassion, par définition, elle englobe l'empathie. Il faut d'abord ressentir ou comprendre la souffrance de l'autre, ça c'est l'empathie, pour ensuite désirer l'alléger, ça c'est la compassion. Donc la compassion hérite de tous les bénéfices sociaux de l'empathie. Elle aide à réduire les préjugés, à voir l'autre comme un individu singulier, plutôt que comme le membre anonyme d'un groupe différent. Elle facilite la communication, la coopération, le soutien mutuel. Il y a une nuance importante ici, non? Entre empathie et compassion. J'ai lu que parfois, l'empathie seule, le fait de juste ressentir la détresse de l'autre, ça peut être épuisant, ça peut mener au burn-out empathique. Est-ce que la compassion offre quelque chose de plus? C'est un point très pertinent, oui, et que soulève aussi certaines recherches évoquées.
L'empathie pure, si elle n'est pas régulée ou complétée par autre chose, peut effectivement mener à la détresse personnelle. On est submergé par la douleur de l'autre. La compassion, elle, ajoute une composante active, une motivation à agir, même modestement, pour soulager la souffrance. Et cette orientation vers l'action, ce désir de faire le bien, ça semble protéger contre l'épuisement. C'est vécu comme plus énergisant, plus gratifiant que la simple résonance avec la douleur. La compassion inclut la dimension de souhait de bien-être pour l'autre, et ça active des circuits cérébraux liés à la récompense, à l'affiliation. Ce sont des circuits différents de ceux de la pure détresse empathique. D'accord. Donc, la compassion serait une sorte d'empathie augmentée, plus durable et bénéfique à la fois pour soi et pour les autres. Ça la positionne vraiment comme une compétence clé, presque une nécessité pratique pour naviguer nos vies personnelles et sociales. C'est exactement la perspective qui émerge des analyses, oui. Loin d'être une vertu optionnelle ou réservée à des contextes purement spirituels, elle est présentée comme fondamentale pour la santé mentale, pour la résilience face à l'adversité, et puis pour tisser des relations sociales plus harmonieuses, plus constructives. Bon, si on essaye de rassembler un peu tous ces fils, l'idée vraiment forte qui se dégage de cette exploration des sources, c'est que cette opposition qu'on fait souvent entre s'occuper de soi, moi, et s'occuper du monde, nous, c'est peut-être une fausse dichotomie en fait. Le travail intérieur, cultiver cette confiance fondamentale basée sur l'humanité partagée, développer l'empathie, pratiquer activement la compassion, tout ça, ce ne serait pas du tout un acte égoïste ou un retrait du monde. Bien au contraire, c'est présenté comme l'un des moyens les plus efficaces pour améliorer notre interaction avec le monde, en devenant intérieurement plus stable, plus ouvert, plus résilient grâce à ses qualités. On est mieux équipé pour faire face aux défis extérieurs, sans se sentir submergé ou sans tomber dans le cynisme. On devient personnellement plus heureux, et cet état intérieur, il rejaillit positivement sur nos relations et notre capacité à contribuer. C'est une dynamique, moi et nous. Vraiment, où l'un renforce l'autre. Et cette idée de spirale ascendante des émotions positives, comment elle fonctionne dans ce cadre-là? Alors ça, c'est un concept clé qui vient de la psychologie positive et qui trouve un écho très fort dans les sources. L'idée, c'est que les émotions positives comme la joie, la gratitude, l'intérêt et justement la compassion, elles ont une fonction adaptative. Elles élargissent notre répertoire de pensée et d'action. Quand on se sent bien, on est plus créatif, plus ouvert aux nouvelles idées, plus enclin à explorer, à tisser des liens. Et cet élargissement, il nous permet de construire des ressources personnelles durables, des compétences sociales, des connaissances, de la résilience psychologique, même une meilleure santé physique. Ces ressources, à leur tour, elles nous aident à mieux affronter les difficultés futures et à générer encore plus d'émotions positives. C'est un cercle vertueux, en somme. Donc, en cultivant la compassion ou la confiance, on ne fait pas que se sentir mieux sur le moment. On construit activement des capacités qui nous rendent plus forts et plus aptes à naviguer la complexité du monde, et potentiellement à y apporter des solutions plus créatives. C'est tout à fait ça. C'est une vision où le développement personnel n'est pas une fin en soi, mais plutôt un moyen de devenir un acteur plus positif et plus efficace dans le monde. Le bonheur intérieur devient alors le carburant d'un engagement extérieur, plus serein et plus constructif. Voilà une perspective qui donne vraiment à réfléchir, je trouve. Le message principal qui ressort de notre analyse aujourd'hui, c'est donc cette interconnexion profonde. Notre cheminement vers un bien-être intérieur authentique, il passe par notre capacité à nous connecter aux autres et au monde avec confiance et compassion. Et inversement, cultiver ces qualités, ce n'est pas seulement un acte de développement personnel, c'est une contribution directe à un tissu social plus sain. Il y a un dernier élément, assez fascinant, qui est évoqué dans les recherches citées et qui renforce cette idée d'impact collectif. C'est la contagion émotionnelle. Les émotions positives, comme le bonheur ou la compassion, elles ne restent pas confinées à l'individu. Elles ont tendance à se propager dans nos réseaux sociaux. Ah oui, cette idée que le bonheur est contagieux. Comment ça a été démontré ça? Il y a une étude notable publiée dans le British Medical Journal et qui est mentionnée dans nos sources, qui a suivi des milliers de personnes sur plusieurs années. Et elle a montré que le bonheur d'une personne pouvait influencer positivement le bonheur de ses amis directs, mais aussi des amis de ses amis, Sérieux, hein? et même des amis de ses amis. C'est ce qu'ils appellent la propagation jusqu'à 3 degrés de séparation. L'impact d'une émotion positive peut donc se propager comme une onde, bien au-delà de nos interactions immédiates. Et on peut supposer que des qualités comme la bienveillance ou la confiance peuvent avoir des effets similaires.
3 degrés de séparation. C'est impressionnant, hein. Ça veut dire que notre propre état intérieur, nos propres efforts pour cultiver la bienveillance, ça peut avoir des effets en cascade qu'on ne soupçonne même pas. Précisément. Ça donne une toute nouvelle dimension à l'idée que le changement commence par soi-même. Ce n'est pas juste une jolie formule, ça pourrait avoir des ramifications sociales concrètes et mesurables, même si elles sont invisibles à nos yeux. Ce qui nous amène à une pensée finale, peut-être pour la route. Si un simple changement d'attitude intérieure, une petite graine de confiance ou de compassion qu'on cultive en soi, a le potentiel de voyager et de fleurir de manière aussi inattendue à travers nos liens sociaux. Quelle est cette petite graine que chacun, chacune pourrait choisir de planter et d'arroser en soi aujourd'hui, en sachant qu'elle pourrait avoir un impact bien plus vaste qu'on ne l'imagine ?